Dans le TP, en fait, ce que vous avez réalisé, c'est donc les manips et puis notamment les tâches numéro 1. Et donc on avait étudié le circuit ici, et puis on avait commenté l'influence de la capacité. Donc ça, les deux influences qu'on avait notées, ce sont des influences à connaître en vue du bac. Donc pour rappel, donc si le temps de charge augmente, si C augmente, réciproquement, si C augmente, le temps de charge augmente. Donc ça veut dire que ça va se traduire par une augmentation de taux qui est finalement ce que l'on va appeler la constante de temps. Donc ça, on ne l'a pas écrit formellement, mais taux, c'est ce qu'on appelle la constante de temps du circuit. Et donc cette constante de temps, pourquoi on l'appelle constante de temps? Tout simplement parce que c'est un temps caractéristique pour notre circuit RC. Et on avait montré que taux en unités, donc souvent on note les unités entre crochets comme ça, c'est ce qu'on appelle des analyses dimensionnelles, et bien finalement c'était l'unité de R multipliée par l'unité du condensateur. Et puis on avait dit l'unité de R par la loi d'Ohm, c'est équivalent en unité à U sur I, donc ça nous fait l'unité de U divisé par l'unité de I. Donc c'est ce qu'on appelle, là on est en train d'effectuer une analyse d'unité, d'où le nom analyse dimensionnelle. On raisonne sur les dimensions, c'est-à-dire les unités légales des grandeurs. Donc C, ça vient de la relation Q égale CUC. Donc C est égal à Q, l'unité de Q, sur l'unité de la tension U. Donc là, on voit que l'unité de tension va se simplifier. Qu'est-ce qui nous reste comme unité? Il nous reste Q divisé par I, et on sait que I, c'est dQ sur dt. Donc finalement, c'est l'unité de Q divisé par l'unité de T. Donc si on remplace l'unité de I par l'unité de Q divisé par l'unité de T, comme on divise par I, ça revient à diviser par la fraction inverse. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir comme égalité Q. On va avoir comme égalité donc Q. Donc ce temps caractéristique qui intervient dans l'équation différentielle, eh bien on l'appelle constante de temps puisque c'est une constante du circuit. Après, ce temps caractéristique, il ne change pas si on met un temps trop court. Par exemple, quand on changeait le GBF, des fois le condensateur n'a pas le temps de se charger. C'est pour ça que cette constante de temps est liée au temps de charge. Alors comment on définit le temps de charge? Eh bien, c'est-à-dire quand est-ce que notre condensateur va avoir été chargé complètement? Eh bien pour ça, on va revenir sur les calculs qu'on a conduits par la suite. Maintenant qu'on a résolu cette équation différentielle, l'idée c'est de se dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir calculer à partir de là? Donc, chose qu'il faut savoir, c'est quand on a une charge, on a cette fonction exponentielle qui modélise la charge. Donc, on a une fonction d'allure d'exponentielle, et surtout très important, la tangente initiale, elle n'est pas verticale, elle est de biais. Donc, ça s'utilisera par la suite. Et cette charge est modélisée par un condensateur et une valeur de résistance. Alors, ici, il y avait une première tâche, la tâche numéro 5, voilà, qu'on n'a pas réalisée en fait, parce que finalement, ça prenait trop de temps. Grâce à Regressi, on peut directement faire la modélisation de la fonction, c'est-à-dire injecter la solution qui est au-dessus dessus. Alors, ça donne du coup la bonne valeur du condensateur. Alors, comme c'est une méthode qu'on fait peu, si on avait eu le temps, on l'aurait fait. Maintenant, hier, on a fait quand même pas mal de courbes. Donc on ne l'a pas traité, donc cette tâche numéro 5, on peut la mettre entre guillemets, c'est pas très grave. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de notre acquisition? C'est l'allure de la courbe. Par contre, après, on a exploité l'expression UC de T. Donc cette expression, on avait calculé le rapport UC de T sur E. Et on avait trouvé que UC de taux, c'est égal à 0,63 E. Alors ça,
c'est un résultat qu'il faut connaître parce que du coup ça nous donne la valeur, enfin la technique de la méthode des 63%. Parce que 0,63 finalement c'est 63 divisé par 100, donc c'est 63% de E, c'est ça qu'il faut lire. Donc ça c'est un résultat à connaître parce que ça va être une méthode de détermination de taux. C'est le temps pour qu'on atteigne 0,63% de E. Et E, eh bien, il faut le replacer dans le circuit. C'est la valeur maximale quand le condensateur sera complètement chargé. Donc il faut faire attention. Le E, ça peut être une donnée du montage. Imaginons qu'on ait une portion de courbe où le condensateur n'est pas complètement chargé, c'est-à-dire qu'on se soit arrêté ici. Bon, le E, c'est pas ça. Le E, c'est le E qu'on atteindrait si le condensateur était chargé. Donc ça, il faut faire attention. Et après, eh bien, on va faire une construction graphique. Alors, comme on venait de parler de temps de charge, et que l'année dernière, en fait, il y a eu une question au bac qui parlait du temps au bout duquel le condensateur sera complètement chargé, qui n'est pas un attendu du programme, mais qui a été demandé, eh bien, il faut retenir un second temps, c'est le temps de charge, c'est-à-dire que après, au-delà, il n'y a plus d'évolution de la charge. Le temps de charge, c'est 5 taux, 5 fois la constante de temps. Quand vous avez 5 taux, en fait, vous obtenez UC de 5 taux, qui est égal à 99% de E, c'est-à-dire 0,99. Alors vous pourrez faire le calcul, vous faites le même calcul que précédemment en mettant 5 taux, et donc on dit qu'au bout de 5 taux, ça y est, on a chargé. Donc par exemple, si on a une constante de temps de 100 millisecondes, eh bien au bout de 500 millisecondes, on aura chargé complètement le condensateur du circuit. Voilà, c'est ça que ça traduit. Donc la capacité se mesure en farad. Les unités usuelles que l'on a dans le laboratoire, c'est microfarad et millifarad. Q égale CUC. Du coup, la capacité C va avoir pour unité équivalente au faraday des coulombs par volt. Volt étant l'unité de la tension, donc de UC. Et du coup, ça c'est une unité qui est identique au faraday. C'est pour ça qu'on fait des analyses dimensionnelles, c'est parce que grâce à des formules comme ça, il y a des équivalences d'unités. C'est ça qui nous permet de réduire tout le système d'unités internationales à 7 unités de mesure, qui sont ce qu'on appelle les unités de référence, les unités qui vont ne pas être décomposables en d'autres sous-unités en fait. Et ce qui autorise un raisonnement sur les unités tel qu'on a pu le conduire tout à l'heure. Ça répond à ta question, Célian? Je suis allé un peu plus loin, mais... Oui, non, c'est bon, merci. C'est bon? Alors, du coup, maintenant, on a la détermination graphique de taux et son incertitude. Donc là, on va avoir un nouveau calcul d'incertitude qui peut être demandé en devoir. D'ailleurs, je vous y ai confronté sans vraiment vous le dire, mais la façon dont vous avez calculé les incertitudes lundi, il y avait un petit paragraphe, calculer des incertitudes avec une formule barbare. Eh bien, la formule barbare, on injecte les valeurs qui sont fournies et on calcule. Donc là, on va revenir sur l'origine de cette formule un peu barbare et voir comment on peut calculer des petites incertitudes à la main sans faire des choses trop compliquées. Donc ici, si on veut déterminer graphiquement taux, on est dans le chapitre méthode à 63%. Donc le protocole, c'est de calculer UC tel que on est 0,63 E. Donc ça veut dire qu'il faut connaître E. Ici, je vais demander un réglage à 5 volts. Si E égale 5 volts, eh bien ça va me donner UC égale, et donc 0,63 fois 5. Donc ça, on fait le calcul. Et puis après, on lit graphiquement l'abscisse T qui correspond à UC égale cette valeur de 5 fois 0,63. Alors il est bien évident que comme on était dans le cadre d'une expérience et que vous avez réglé votre générateur, en fait chacun peut avoir sa propre valeur. Il y en avait qui avaient 3 volts, ils n'avaient pas trop fait attention, donc du coup ils avaient 3 volts crête à crête,
et donc ils allaient de moins 1,5 jusqu'à plus 1,5, mais c'est cette valeur totale qui doit être prise en compte. Donc le E ici, c'est la valeur de l'amplitude du signal. Donc si vous alliez de moins 1,5 à 1,5, il faut prendre 3 volts. Donc là, on fait le calcul. Et puis, une fois qu'on a 3,15 volts, on va lire donc cette valeur. Et donc, ça nous donne T égale, taux égale. Alors là, attention, on va utiliser l'échelle. Si on a un réticule, comme je vous l'ai montré sur le programme, on peut choisir un réticule de mesure, il nous donne directement la valeur, auquel cas on lit la valeur. Mais imaginons qu'on soit sur une courbe qui soit fournie comme aux écrits. Donc quand on veut lire la valeur qui est là et qui correspond à taux, et la convertir grâce à l'échelle, on a des valeurs en millimètres. Par exemple, ici, en gros, je trouve 0,7 mm. Mais attention, votre instrument de mesure, pardon, 0,7 cm. Donc vous écrivez 0,7 cm, mais sauf que vos graduations de l'instrument de mesure, c'est du millimètre. Ça veut dire que votre lecture, elle est au demi-millimètre près. Si elle est au demi-millimètre près, ça veut dire que ce que vous lisez, en fait, c'est 0,70. Ce qui vous donne une précision en termes de chiffres significatifs. Et ça, c'est intéressant de faire attention à. Vous ne serez pas sanctionné. Mais si vous y faites attention, eh bien, c'est toujours une plus-value, notamment aux ECE. Et donc après, ensuite, vous prenez l'échelle de temps. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Donc moi, j'ai une grandeur qui est de 5 et demi. Mais non, de 5,50. Donc pareil, ça veut dire qu'ici, j'ai 3 chiffres significatifs. Et après, ben, j'ai la valeur de t qui nous est indiquée. Et celle-là, par contre, c'est une valeur qui est supposée être mathématique. C'est-à-dire que c'est un nombre avec une précision infinie. Donc du coup, imaginons qu'on ait ici 100 millisecondes. Eh bien, je mets 100 millisecondes. Là, je mets des centimètres. Là, je mets des centimètres. Je barre mes centimètres. Mon résultat, il est bien millisecondes. Ces mentions-là, moi, je les mettais au crayon gris sur mes copies. Tout simplement pour faire apparaître les unités de mesure. Et c'est bien parce que des fois, ça nous évite de faire des problèmes de conversion, d'oublier une conversion. Et une fois qu'on a ça, eh bien, ça nous permet de produire un résultat avec, ici, 2 chiffres significatifs. Alors vous, il y a fort à parier sur vos dessins que votre taux, vous aurez un nombre de centimètres, et du coup, ça vous emmène 3 chiffres significatifs. Ce qui fait que votre résultat, il est plus précis. Et ça, il faut essayer de le conserver. Et quand on dit estimer son incertitude ou calculer son incertitude, eh bien c'est justement l'attention qu'on veut que vous portiez, c'est sur ces lectures avec votre règle. Alors il existe des doubles décimètres qui sont gradués en millimètres, mais il y en a qui sont au demi-millimètre, ce qui envoie une précision au quart de millimètre. Et le quart de millimètre, c'est du coup 0,025 cm. Et comme c'est 0,025 cm, ça nous envoie un troisième chiffre significatif. Donc là, on a notre mesure. Et si on veut une incertitude sur notre lecture, ça c'est la précision de notre règle. Et du coup, on va la multiplier par le facteur d'échelle, ce qui va nous donner un encadrement. Alors ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous fassiez votre mesure sur votre graphique là, et puis que vous produisiez le résultat. Donc produire un résultat, c'est noter la valeur la plus probable, plus ou moins la valeur d'une incertitude. Soit l'incertitude elle est évaluée grâce à des données qu'on vous fournit, la plupart du temps c'est ça. Et donc du coup ici on vous aurait expliqué quelle est l'incertitude avec votre règle. Et là vous travaillez. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Donc le calcul effectué nous donne le résultat pour le taux avec la valeur la plus probable, plus ou moins l'incertitude type sur le temps, et on n'oublie pas l'unité. Si vous ne mettez pas d'unité, vous avez 0 à la question, je vous le rappelle. Je vous le rappelle parce qu'il y en a qui m'ont fait le coup dans le devoir. Donc voilà, petite note en passant. Est-ce que ça va pour tout le monde là? Hop. Comment on va déduire notre constante, notre capacité
en connaissant le résultat précédent. Alors, déduire C, en fait, on va partir d'une formule mathématique. Donc, on aura taux égal à RC. Donc, naturellement, on va mettre C égal à taux sur R. Ce qui va nous conduire... Alors, moi, là, si j'avais mesuré mes 15 millisecondes, on met 15,4 millisecondes, donc 10 moins 3 secondes, on travaille en unité légale, divisé par 1254 ohms. C'est ce que je vous avais demandé de mettre comme réglage. Évidemment, vous prenez votre résistance. Ainsi, vous allez avoir la valeur de la capacité. Par contre, qu'est-ce qu'on va avoir de son incertitude? Et là, on a un souci, c'est que l'incertitude, ça traduit une notion de mesure. Sauf que là, finalement, la capacité du condensateur, on l'a par l'intermédiaire d'une formule dans laquelle on a mis deux mesures. Et donc, à ce moment-là, la formule de calcul mathématique va non seulement s'appliquer, ou en tout cas avoir un effet de calcul sur la grandeur numérique qui va donner C, mais aussi va avoir un impact sur l'incertitude de taux, l'incertitude de R, et donc elle va créer, et là on dit qu'elle va propager les incertitudes de taux et de R, elle va les propager à la valeur calculée C. Ainsi, l'incertitude type de C va dépendre d'une incertitude type de taux et d'une incertitude type de R. Et c'est cette évaluation-là, par l'intermédiaire d'une formule de calcul qu'on appelle propagation d'incertitude. Donc là, on va évaluer l'incertitude sur taux à cause de la formule qui est utilisée, pardon, l'incertitude sur C à cause de la formule qui est utilisée taux égale RC. Pour trouver C, on fait un calcul. Et pour trouver l'incertitude sur C, on va avoir une propagation d'incertitude. On a besoin de connaître U de taux et U de R. Et U de R, quand on a un appareil avec une précision, c'est la précision divisée par racine de 3. Donc là, on va aller chercher la précision sur le document qui était donné. Donc ici, si on revient au niveau du document, c'est marqué là. Le multimètre a une précision P de 1,5% plus 5 digits. Alors, comment utiliser ça? Alors, ce qu'il faut comprendre quand on a une précision qui est donnée comme ça, 1,5%. C'est 1,5% de la valeur mesurée. Donc ici, ça va être 1,5% de 1254. Ça marche? Et le 5 digits, c'est 5 unités d'affichage la plus basse. Alors là, ça dépendait du multimètre. Et le multimètre, il nous indiquait justement 1,254 kOhm. Donc, ici, sur mon multimètre, j'avais à l'affichage 1,254 kOhm, ce qui revient à 1254 ohms. Et donc, eh bien, 1,5%, il faut que je prenne 1,5% de cette valeur-là, plus 5 unités. Donc, du coup, je vais faire comme calcul 1,5 divisé par 100 fois 1254, plus 5 unités, et tout ça, ça donnera en ohms le résultat de ma précision. Alors, est-ce que c'est à savoir par cœur? Non, mais si la précision est donnée comme ça, il faut être capable de la calculer. Voilà. Toujours pareil, c'est un demi-point au bac, c'est peut-être pas le truc où il faut se concentrer le plus. Par contre, sur les ECE, on reverra, peut-être que ça pourrait être demandé dans le cadre d'un programme. Alors du coup, ici, on va faire le calcul, ce qui nous donne. Donc en général, ça c'est une donnée du texte à l'écrit, ça c'est une donnée du texte à l'écrit, et vous avez déterminé, ou le texte vous fournit, ces deux grandeurs ici. Alors du coup, le condensateur, on en fait le calcul, et on a besoin de ce calcul pour avancer. Donc moi je vais faire le calcul là pour que ça illustre numériquement mon propos. Et puis après, eh bien, la propagation ici va dépendre de l'opération mathématique mise en œuvre. Alors nous, on n'aura que des cas, on a des divisions, des multiplications. Quand on a des divisions et des multiplications, il y a une relation qui arrive, c'est que l'incertitude sur le résultat,
donc ici C, divisé par la valeur de C, donc la valeur, ça sera bien cette valeur-là, va être égale à racine carrée de. Et ici, on prend les carrés, on fait la somme des carrés de toutes les mesures qui sont prises, en prenant à chaque fois l'incertitude type divisée par la valeur. Donc ici, on a taux, donc on fait U de taux divisé par taux. Et là, on va faire U de R divisé par R. Si les valeurs sont indépendantes entre elles, ce qui sera notre cas à chaque fois. Et si on avait eu d'autres valeurs, ben on aurait continué. Alors, dans le devoir que vous avez fait lundi, il y avait un petit passage là-dessus, et on vous fournissait directement toute cette valeur-là, c'était en chimie avec la masse. On vous disait U de masse sur la masse est égal à. Donc là, qu'est-ce qu'on attend de vous? Ce qu'on veut chercher, c'est la valeur de UC. On veut trouver cette valeur de UC. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les données là-dedans, faire le calcul, et on va obtenir le résultat. Donc ici, on aura UC sur C qui est égal à quoi? Eh bien, on remplace, donc racine carrée de, et ici, numériquement, on va mettre 0,9 divisé par 15,4. Plus 14 divisé par 1254. Et ça va donner un résultat. Et le résultat, on va le multiplier par, et on ne va pas oublier, on va multiplier ce résultat-là par C. C'est-à-dire que nous, ce qu'il nous faut, c'est U de C. Donc le C qui est là, on va le mettre ici. Et le C qui est ici, c'est le résultat numérique qu'on a au-dessus. Ça marche? Alors, là, je vais faire le calcul pour mon cas. Vous allez faire votre calcul pour vous. Et une fois qu'on aura l'encadrement, on pourra comparer à la valeur qui était indiquée sur les boîtes. Donc si vous aviez une valeur sur votre boîte, vous aviez réglé 15 microfarads, vous allez regarder si la valeur elle correspond bien. Et c'est là que c'est important d'avoir travaillé en unité légale. On est toujours en unité légale parce que après, il y a les valeurs de conversion qui vont arriver. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Alors du coup, donc, la valeur numérique de C est la suivante, 1,22 10-5 en tenant compte des chiffres significatifs. Là, le calcul ici donne 3,54 10-3, sauf erreur de ma part. Et je multiplie maintenant par cette valeur de C précédemment trouvée pour me donner l'incertitude type sur C. Ce qui veut dire que maintenant, mon condensateur, je peux dire qu'il a une incertitude type de 1,22 plus ou moins 0,0043 10 moins 5. Alors, le 10 moins 5, c'est pour tout le monde. Hop, Faraday. Après, c'est plus commode de mettre ça, par exemple, en microfarad. Les microfarads, c'est 10 moins 6. Donc 10 moins 6, comme j'ai 10 moins 5, eh ben, il faut tout multiplier par 10. Ce qui me ferait, par exemple, ici 12,2 plus ou moins, donc je multiplie par 10 tout l'ensemble, 0,043. Alors, ça, c'est le résultat en microfarad. Le problème qu'on pourrait avoir, c'est ici, j'ai pas les mêmes chiffres après la virgule que là. Bon, il y a des règles. Pour l'instant, on laisse comme ça. Normalement, il faut adapter ce résultat-là à celui-ci. Et donc, du coup, les chiffres significatifs dont on a tenu compte avant, il faudrait peut-être en rajouter d'autres. Donc là, il y a plein de règles, mais on rentre dans des difficultés de sciences de la mesure qui sont un peu plus complexes et qui ne sont pas demandées au bac. Donc, quand vous avez fait votre travail, vous notez les bons chiffres significatifs ici, vous notez votre incertitude type, et puis roule. Si jamais vous avez noté 0,04, on ne vous en tiendra pas rigueur non plus, même si dans les faits, comme c'est un nombre, le premier nombre est inférieur à 5, il faut garder deux chiffres derrière. Si on avait trouvé 0,40, on aurait mis 0,40. Voilà. Ça marche? Donc, l'incertitude obtenue ici, c'est bien une incertitude causée par les incertitudes des mesures qui apparaissent dans le calcul et par le calcul lui-même, d'où le nom propagation d'incertitude. En fait, c'est propagation d'incertitude à travers une formule de calcul. On va appliquer le protocole suivant. On trace la tangente à t égale 0.
Et puis ensuite, on lie l'intersection de la tangente et de la courbe UG égale E. Donc graphiquement, ça se traduit un peu comme ceci. On démarre de t égale 0. Alors, on démarre du point initial, d'accord? Donc souvent c'est 0. Mais dans notre expérience, par exemple, vous pouvez démarrer à moins 15. C'est pas grave, c'est toujours pareil. C'est le premier point où ça commence à charger qui est pris pour tracer la tangente. Le problème, quand on veut tracer la tangente, c'est qu'on est assujetti à un placement de la règle. Et vous voyez que pour des placements presque équivalents, eh bien, on va avoir une variabilité de ce point d'intersection-là qui va être grande. Du coup, cette méthode, elle est en général peu précise. Sauf si, ici, vous avez un point, puis un autre, comme ça. Parce qu'à ce moment-là, vous prenez les deux premiers points, et seulement ces deux-là, et vous vous appuyez dessus pour faire votre tangente. Schlac. Et là, vous êtes tranquille, vous êtes presque sur la tangente. En fait, souvent, elle est un peu moins pentue, parce que le deuxième point, normalement, il s'est déjà décalé. Mais si les points sont assez fréquents, assez resserrés, c'est-à-dire si on a choisi un nombre de points de mesure assez important, eh bien, ça offre une bonne précision. Et une fois qu'on a trouvé cette coordonnée, on lit l'abscisse. On lit l'abscisse T, qui correspond à taux dans ce cas-là. Donc comme on lit l'abscisse, eh ben, on peut refaire le même calcul que précédemment, c'est-à-dire déterminer le taux graphiquement et son incertitude. Donc ça, cette tâche-là, c'est la même tâche que la tâche précédente que l'on a fait pour la mesure à 63%. Donc du coup, eh bien, en reproduisant le tâche 7 et puis en reproduisant ce formule calcul, on peut déterminer les valeurs de C égale à la valeur numérique ici, plus ou moins, eh bien, la valeur de ceci multipliée par C, ce qui nous donne l'incertitude type qui sera là. Et ici, on mettra, si possible, le résultat en microfarad. Puis vous pouvez comparer avec la valeur de votre capacité. C'est l'objet de notre dernier point. D'un constat géométrique, l'équation de la tangente, elle a comme coefficient directeur f' de x0. Eh bien, pour déterminer l'équation de la tangente, il suffit de déterminer déjà le coefficient directeur. Alors pour le coefficient directeur, on va s'appuyer sur la définition du nombre dérivé. Le nombre dérivé en x0, c'est noté f' de x0, c'est à la limite f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ça, c'est la définition du nombre dérivé tel que vous l'avez vu en première. Mais on est à la limite. Et là, maintenant, on va transformer cette égalité en géométrie. À la limite, ça veut dire bien que quand on est là, la fonction f, sa courbe représentative de la fonction f, elle est confondue avec la courbe de la tangente. Donc ici, les deux sont confondus. Et le fait qu'elles soient confondues, ça veut dire qu'à la limite, eh bien, f de x, je vais le remplacer par l'équation de la tangente, t de x, mais je suis toujours au point f de x0, et j'ai toujours x moins x0, qui est égal à f' de x0. Le point ici, f de x0, c'est le point de contact entre la tangente et la courbe représentative, donc c'est aussi la tangente. Et comme on est à la limite, c'est égal, et ben on va enlever le à la limite, on va dire c'est égal. Voilà, on est au point de contact, c'est égal. Donc ça c'est vrai. Et à partir de là, on va modifier l'écriture. Le x moins x0, on le fait passer de l'autre côté, donc on obtient f' de x0 multiplié par x moins x0. Et puis on aura donc ce terme qui sera égal à t de x moins f de x0. Donc moins f de x0, je le fais passer de l'autre côté. Et j'obtiens alors l'équation de la tangente. Donc l'équation de la tangente, c'est quoi finalement? C'est t de x égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Et là où c'est intéressant, c'est que pour nous, eh bien, f' en x0, c'est la dérivée. Hein, on se rappelle que nous, on a la fonction uc de t égale à
1 moins exponentielle moins t sur RC, facteur de E. Et quand on est à t égale 0, c'est-à-dire qu'ici c'est notre x0, c'est notre t égale 0, là on va avoir t moins t0, donc, et plus la valeur à leur donner à l'origine, c'est 0. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est ce coefficient-là. Et on sait que la dérivée de ce terme, c'est uc de t prime, ça sera égal à 1 sur RC exponentielle, 1 sur RC exponentielle moins t sur RC fois E. La dérivée de tout ça, c'est moins 1 sur RC fois moins, donc on avait fait le calcul déjà. Donc c'est cette dérivée-là. Maintenant, on la calcule en 0. Donc quand t vaut 0, on a la tangente. Alors du coup, c'est pas x, hein, pour nous, c'est le temps. La tangente, l'équation de la tangente, ça devient E sur RC, puisque quand ça vaut 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça nous fait E sur RC, facteur de t moins t0, c'est 0, plus 0. Donc ça nous fait E sur RC fois t. Et ça, c'est l'équation de la tangente. Et donc, on va égaler l'équation de la tangente à l'asymptote en plus l'infini. Alors, l'asymptote en plus l'infini, pour rappel, c'est donc cette droite ici qui correspond à E. Donc, l'équation A égale E doit être égale à ce truc-là. Et ça, ce sera égal E sur RC t égale à E. Eh bien, ce sera égal, si et seulement si, t est égal à E divisé par E. Je passe le E de l'autre côté et je passe le RC de l'autre côté, donc fois RC. Et ça, c'est bien le point d'intersection entre cette droite horizontale et notre tangente. Eh bien, c'est bien RC, c'est-à-dire que c'est bien taux. C'est pour ça qu'on peut utiliser la méthode des tangentes. Et ça, on n'aurait pas pu l'utiliser sans avoir fait une étude de fonction locale sur notre courbe, ici, notre exponentielle. Donc voilà, une petite application de l'étude de fonction avec le calcul de la tangente en un point. Parce qu'on peut toujours se demander, mais à quoi ça sert de calculer une équation de tangente? On a bien compris avec l'histoire des vitesses que le nombre dérivé en un point, c'était important pour, par exemple, trouver le vecteur vitesse d'une trajectoire. Ben là, on voit que carrément l'équation de la tangente, elle est intéressante parce qu'elle offre après des situations de calcul numérique un peu simplifiées. Trouver l'intersection de deux droites, c'est toujours plus simple que des courbes. Et du coup, ça amène un petit peu de richesse dans cette exploitation numérique. Alors, concernant la physique, on n'aura jamais à redémontrer ça. En fait, ce qu'on utilise, c'est le résultat mathématique de toute cette démonstration dans la méthode dite méthode de la tangente en t égale 0. Voilà. Et là, on vient juste de justifier que cette méthode, elle est conforme au résultat que l'on en tire, en fait. Est-ce que j'ai été clair? Ça va? Donc la méthode des 63%, c'est du point de départ, je fais 63% du chemin. C'est ça que ça veut dire. Je m'arrête et à ce moment-là, j'ai taux. La méthode de la tangente, je trace la tangente, je trace mon asymptote et je dois tomber sur taux aussi. Donc ça, ce sont les deux méthodes qu'on a vues avec le cas de la charge. Mais ces deux méthodes restent valables si on est en décharge. Du coup, eh bien, si on est en décharge, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? Alors, pour expliquer la décharge, on a donc le travail qui est fait au dos. Nous avions notre créneau, puis on avait une charge, puis une décharge, puis une charge, puis une décharge. Et ici, on avait un circuit RC. Et là, on avait aussi le même circuit RC. On était toujours avec la même résistance, le même condensateur. Donc, quand on dit on retrouve des résultats identiques, c'est que les méthodes sont identiques. Donc, quand je démarre d'ici et que je fais charger avec une tension E, donc l'écart entre les deux, à 63%, j'ai donc taux. Mais on voit bien que si j'ai le même circuit RC, eh bien en fin de compte, je vais retrouver avec la tangente, avec la... Alors pour le coup, là, je pars d'ici, je décharge, je fais 63%. Et je retrouve taux.
63% en décharge, je baisse de 63%. 63% en charge, j'augmente de 63%. Donc, cette méthode-là, souvent, elle est dénommée méthode des 37%, parce que ce qui reste ici, c'est 37%. Bon, personnellement, je trouve que c'est un peu nul. Pardon. Personnellement, je trouve que c'est un peu nul, parce que du coup, ça fait apprendre deux valeurs, et on peut confondre les deux valeurs et les appliquer au mauvais cas. Donc, moi, je vous conseille de retenir que, ici, on a 63% à partir du point de départ, et on a 63% à partir du point de départ. Si on est en charge, c'est 63% qui monte, on va charger, on va devenir de plus en plus chargé, sinon on va se décharger de plus en plus. Bon, là vous faites comme vous voulez, par contre il ne faut pas faire l'erreur dans le cas de la décharge. Vous trouverez des corrigés de sujets où ils parlent de la méthode des 37%. Après, on a montré que l'équation de la tangente, elle arrivait pile poil sur taux. Là c'est pareil, hein, on a l'équation de la tangente, on arrive pile poil sur taux, et le taux, si la constante de temps, si le RC est le même, en fait la constante de temps va être la même. Elle va être la même, et ça on peut le démontrer en étudiant théoriquement la décharge. Alors quand on a une décharge, eh bien on a un circuit qui est différent du circuit de charge. Alors avant d'avancer là-dessus, donc établir l'équation différentielle vérifiée par le condensateur lors de la décharge. Et on vous propose ce circuit-là. Alors qu'est-ce qui se passe en fait lors de la charge? Lors de la charge, en fait, on a un générateur en plus, et le générateur va venir emmener des électrons, va forcer des électrons à s'accumuler sur une plaque. Du coup, on a vu que la tension du générateur, elle augmentait, et que le courant, à la fin, il était nul. Pourquoi? Parce que la tension du générateur, c'est UC plus UR. Comme UC va être égal à la fin à la tension du générateur, UR devient nul. Donc RI devient nul, donc I devient nul. Il n'y a plus de courant qui passe. Le condensateur a donc emmagasiné de l'énergie. Et il a emmagasiné cette énergie sous forme électrique avec des charges électriques. Et on retrouve un condensateur avec une tension de départ. Du coup, cette tension indique la borne plus de ce côté-là, et donc la borne moins de celui-ci. Ce qui veut dire qu'on a un condensateur qui est chargé avec des pôles plus, pôles moins. Et finalement, cette énergie stockée, le condensateur va pouvoir la libérer dans un circuit qui serait modélisé par une résistance R. Et là, finalement, c'est le condensateur qui va jouer le rôle de générateur dans les faits. Maintenant, tout ce qu'on a dit avant reste valable. Ça reste valable. Pourquoi? Parce que les lois électriques ne changent pas. On a ici deux récepteurs. On peut appliquer les mêmes lois électriques. Les nuances, c'est les conditions de départ. Donc, condition de départ, le condensateur, il n'est plus nul au départ. UC de 0, c'est pas 0, c'est une valeur U0. Et puis ensuite, on a UR, pareil, on a I, pareil, et on a Q, pareil. Et donc, on va appliquer les mêmes choses et on va faire le même travail. Qu'est-ce qui va changer? Comme on a enlevé le générateur, on aura une équation différentielle qui sera un petit peu différente. Notamment, il n'y aura plus le E du générateur qui apparaît. Ça, c'est normal, il n'y a plus de générateur. C'est comme s'il y avait un E égale 0, vous voyez. Donc E égale 0, voilà, il a disparu, c'est 0, puis on retrouve exactement les mêmes résultats. Ça marche? Alors, du coup, ça, ce que j'aimerais bien, c'est que vous le fassiez tout seul. Que vous fassiez... Ça, c'était issu d'un comment il s'appelle, d'un sujet de bac. Il n'y a que cette question-là que j'aime pas trop. Donc, on va la changer. On va la changer et on va du coup... on va la transformer ici. On va l'emmener en question 2.3. 2.3. Et on va le faire en deux étapes. Donc, déterminer I de t, l'équation donc de la fonction I de t, en fonction de E, R et C. Et c'est tout. Alors E c'est peut-être pas utile, c'est pas E, c'est U0. On va mettre U0.
puisqu'ils ont donné U0 au départ. Puis, la question 1.3, c'est-à-dire quel est le signe de I, établir la relation reliant I à la tension UC. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc pour déterminer I de T, il faudra établir la relation entre I et UC, puis après faire le calcul. Donc si vous pouviez faire ça, ça serait pas mal. Et puis ce que je fais là, il est 15h49. Je vous laisse, je sais pas, un quart d'heure, puis on donne la solution. Donc la question 1. Donc d'après la loi des mailles, on a UAB égale UBA. Donc là, si vous regardez le document que vous avez donc pour la décharge, du coup, on est arrivé à cette partie de décharge. Et là, on a bien UAB, c'est bien la tension UC. Et UBA, BA, la flèche de UR pointe vers B, donc c'est bien la tension UR. Alors du coup, hop, eh bien on retrouve ce qu'on avançait, c'est-à-dire UAB plus UBA, on fait bien le tour de la maille égale 0. Et après on a UC plus UR égale 0. En effet, UC c'est UAB et puis UR c'est UBA et on retrouve les deux fonctions. Donc là c'est un UR. Alors question 1.2, rappeler les relations entre I et Q, donc I égale dQ sur dt. Et puis on a Q qui égale à CUC. Donc ça va nous permettre de faire quoi? De l'injecter dans l'équation précédente. Préalablement, on intègre la loi d'Ohm. Donc on a UC égale à RI égale 0, puisque UR égale RI d'après la loi d'Ohm. Et UC égale à RI étant dQ sur dt, ça nous fait R dQ sur dt égale 0. Or, Q égale CUC, donc ça implique que dQ sur dt égale à C DUC sur dt, puisque c'est une constante. Donc quand on dérive une expression, avec une constante et une fonction, c'est la constante multipliée par la dérivée de la fonction. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on remplace. En remplaçant, on trouve que UC plus RC DUC sur dt égale 0. En effet, on a remplacé dQ par C DUC sur dt. Alors on n'oublie pas le R qui est déjà présent. R fois C DUC sur dt égale 0. Alors, dans le texte, ici, on vous parlait d'un coefficient alpha. Donc, on aura un coefficient alpha qui est égal à 1 sur RC. Donc, l'expression qui était ici, qui était celle demandée dans l'énoncé. Donc, on essaye d'adapter l'écriture à l'énoncé. Alors, pourquoi? Ici, on va factoriser, on va tout diviser par RC. Donc, 0 divisé par RC, ça fait 0. RC divisé par RC, ça fait 1. Donc, on a ici 1 DUC sur dt. Puis là, on aura UC divisé par RC. Donc là, une multiplication en 1 sur RC, c'est diviser UC par RC. Ensuite, on vous demandait de démontrer que un coefficient bêta, ici, était égal à 1 sur RC. Alors, on prend l'expression de UC. UC égale à bêta exponentielle moins bêta t. On la dérive, ça nous fait moins A bêta exponentielle moins bêta t. Et puis, on remplace dans l'expression. Donc, on avait UC égale à A exponentielle moins bêta t. Et D de UC sur dt égale à donc ce résultat-ci, c'est-à-dire moins A bêta exponentielle moins bêta t égale 0. On factorise A exponentielle bêta t, on a un facteur commun qui est là, et puis on a A exponentielle moins bêta t ici, donc on factorise cet ensemble-là qui est non nul. Comme il est non nul, eh bien c'est forcément l'autre terme de la factorisation qui doit être nul, ce qui nous conduit à bêta égale à 1 sur RC. Alors comme bêta est égal à 1 sur RC, j'ai remplacé, UC de t c'est égal à A, exponentielle moins 1 sur RCT. Et puis on nous dit calculer A. Alors à t égale 0, UC de t égale 0, c'est U0, donc A égale U0. Et enfin, question 2.3, on demandait le signe de I et l'expression de I. Alors I égale dQ sur dt égale C DUC sur dt. On remplace dQ sur dt par C DUC sur dt comme précédemment montré. Hop là, pardon, je vais ajuster l'image. Donc voilà, on a ça là.
Donc c'est C DUC sur DT, je remplace. D de UC sur DT, c'était l'expression qui était là, avec bêta égale... Qu'est-ce que j'ai fait là? D de UC sur DT, c'était A bêta exponentielle moins bêta sur RC, donc ça fait U0, c'est égal à C U0 sur RC, donc bêta. Et donc du coup on a C divisé par C. Là on sait qu'on est bon, pourquoi? Si on regarde les unités, on a bien du U0 sur R. Donc U égale RI, on le retrouve ici en termes d'unités. Exponentielle étant 100 unités, hein. Des secondes divisé par des secondes, ça fait 100 unités. Exponentielle de 100 unités, c'est 100 unités. Et donc ici on a U0 sur R qui est égal à I. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est négatif. En effet, exponentielle c'est une fonction positive. Donc là on a un courant négatif. On pourrait s'interroger sur pourquoi le courant est négatif. Alors pourquoi le courant est négatif? Eh bien, ça vient de cette particularité du circuit ici. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a des charges positives ici et des charges négatives ici. Et le courant, il va du plus vers le moins. Et ce qu'on remarque, c'est que contrairement à ce qu'on a habituellement, je vais le faire le petit dessin ici, habituellement dans les récepteurs, on a U positif avec I dans ce sens-là qui doit être positif dans les récepteurs. C'est les conventions. Et dans notre cas, on a UC qui est comme ceci, et on a un courant négatif. Et comme le courant il doit sortir de la borne plus et rentrer par la borne moins, eh bien c'est bien ce qu'on retrouve, on a bien un signe de courant qui est négatif. Et on décharge le condensateur. Donc tout va bien. Donc ça, c'est cohérent. Et puis on le trouve par les équations mathématiques. Alors dans les nouveaux programmes, ça c'était les anciens programmes qui parlaient beaucoup de ça. C'est pas demandé, mais toujours pareil, des fois les sujets peuvent vous emmener en dernière question, établir le signe de I. Donc ça peut être une question d'ouverture dans laquelle il faut s'adapter, utiliser des points mathématiques. Et donc voilà, c'est pour achever l'analyse de ce domaine. Alors du coup, eh bien, maintenant qu'on a fini ça, qu'est-ce que vous devez être capable de faire? Eh bien, on vous donne un circuit RC en charge, vous devez être capable de traiter le circuit. On vous donne un circuit RC en décharge, vous devez être capable de traiter le circuit. Et pour clôturer, un petit montage un peu particulier, c'est le suivant. Dans certains cas, on peut vous proposer un montage qui serait le suivant. On prend un générateur de tension continue, le générateur E, qui arrive ici sur donc une résistance, et puis vous arrivez sur un condensateur. Voilà. Chouette. Et là, on ne vous met pas une boucle, on vous met un interrupteur. Et de l'autre côté, on vous prend une deuxième résistance. Et donc on aura une résistance R1, une résistance R2. Et on aura notre condensateur. Donc cet interrupteur, si on le bascule en position 1, le circuit ici étant ouvert, tout se passe comme si le circuit qui est là n'existe pas. Et donc on a ici la charge du condensateur sous l'effet du générateur ici de tension UG égale E. Et puis dans un deuxième temps, on vous dit on le bascule sur la position 2. Lorsqu'on le bascule sur la position 2, on arrive ici avec l'interrupteur comme ceci, celui-ci du coup n'y est plus. Le circuit de gauche est ouvert et à ce moment-là, tout se passe comme si le circuit était finalement un circuit de décharge. Donc ça, très souvent dans les sujets d'examen, vous avez ce double circuit qui est fourni. Et on a premier cas, on dit l'interrupteur est souvent noté K en électricité, K est en position 1. Et à ce moment-là, on observe ce circuit-là. Et puis, deuxième situation, donc des questions, finalement c'est la charge du condensateur. Et deuxième question, K en position 2, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est ce deuxième circuit qui a étudié, il faut le redessiner et enlever tout ce qui ne va pas. Donc là, on enlève et puis on a des points. Alors sur les bornes, on aurait le point, par exemple P, borne positive ici. Là, on aurait le point N. Alors pourquoi le point N, on le met là? On met les points à l'intersection des trois fils. Et puis après, on aurait par exemple le point K, qui est l'interrupteur. Et du coup, on aurait dans une situation le circuit P, K, N, P, qui permettrait de faire la maille et de boucler. Et dans une deuxième situation, eh bien, on aurait le circuit K, N, K, par exemple.
UC sera égal à ceci, donc du coup UR sera égal à cela. Et puis ici on aurait UR 1 et là UR 2. Et voilà, voilà. Bien, et avec tout ça, normalement, vous devriez être équipé. Donc ça clôture ça clôture notre petite activité sur les condensateurs. Il y a une dernière chose qu'on n'a pas faite, qu'on fera lundi, parce qu'il faut c'est visuel. Et il faut faire l'expérience. Alors l'expérience, on n'en a pas pour tout le monde. Ça prend un peu de temps, donc je la ferai au bureau. On se regroupera autour du bureau, on verra les influences. Et comment la géométrie du condensateur, alors on va s'intéresser à la structure du composant électronique, influe. Quoi? Influe sur les capacités. Qu'est-ce qu'il y a?